l'école d'été, c'est une formation qui est offerte à des pédagogues qui sont soit en train de travailler, qui sont en emploi ou qui sont en formation pour devenir enseignants. Et c'est une semaine qui porte sur des thématiques de pédagogie, mais également sur des thématiques environnementales, des thématiques de développement durable, d'actualité. Alors, c'est une formation qui est assez unique et on aime toujours organiser 2 tables rondes publiques pour aller chercher les gens là, du milieu. Et c'est ce qu'on fait ce soir, c'est notre 2e. Notre prochain conférencier, vous l'avez devant nous. Alors, monsieur le maire de Baie-Saint-Paul, qui va nous parler de son expérience, l'expérience personnelle, l'expérience municipale. Baie-Saint-Paul a été la première ville au Québec à mettre en place et à appliquer l'agenda 21 municipal. Alors, vous êtes prêt, M. Fortin? Oui. Excellent. Il faut être prêt, là. Donc, bonsoir tout le monde et je suis très heureux d'être ici, bien content aussi, assez fier également. Je remercie les gens de l'école d'été de m'avoir invité. J'ai été surpris d'être invité pour parler à des étudiants de développement durable. Je ne pensais pas avoir en tout cas, on va essayer. Je ne pense pas qu'on soit rendu bien loin là-dedans. Surtout aussi après avoir entendu ce que M. Riffon vient de faire. Je dis, oh boy, là, la barre est assez haute. Je vais essayer d'être le plus pertinent possible. C'est sûr, moi, de mon côté, c'est une présentation que j'ai fait à d'autres municipalités, dans des congrès municipaux également. Où on m'a invité d'aller parler, parce que souvent on demande à un élu d'aller parler à d'autres élus de quelque chose qui pourrait être intéressant pour leur municipalité, pour leur ville. Et on m'a parfois invité à le faire. Donc c'est un peu, on reprend un peu ces choses-là. C'est sûr que c'est beaucoup plus... on est ici avec une démarche très concrète, là, une démarche pratique municipale. Et je vais essayer de vous la rendre le mieux possible. Moi, j'ai une coupe de qualité, mais beaucoup de défauts. Dont des fois, là, vous allez voir, il y a des choses là qu'on a préparées, moi et nous, à Baie-Saint-Paul, on a une agente de communication et de développement durable. Pour une petite municipalité, c'est quand même... elle est responsable du développement durable à Baie-Saint-Paul. Et on le prépare ensemble, mais des fois, j'ai une tendance à élargir beaucoup. Fait que des fois, là... Ça peut être particulier, mais il faut vivre avec ça. Puis au pire, vous me ramènerez si je suis trop parti. Donc, vous avez, on va tout de suite passer à la mise en contexte. En fait, rapidement, puis c'est drôle, tantôt, M. Riffon parlait des différentes stratégies de développement durable. Puis je vais expliquer comment on est arrivé, nous, Baie-Saint-Paul. D'abord, situé Baie-Saint-Paul, pour ceux qui ne connaissent pas cette municipalité-là, hein, c'est une municipalité qui fait partie de la région de Québec, capitale-nationale, à 100 km vous voyez, c'est à 100 km là, à l'est, au nord-est de Québec, sur le bord du fleuve. Une des vieilles municipalités du Québec, là, on parle ici de près de 350 ans, une municipalité qui n'a pas beaucoup, en autant d'années, qui n'a pas beaucoup changé. Il y a un peu plus de monde, mais tantôt on en parlait, il y a 7000, une municipalité de 7300 habitants, puis il y a environ 7000 habitants depuis une vingtaine d'années. Et donc, ça ne change pas beaucoup. C'est une municipalité, puis là, je vais aller rapidement là-dessus, qui a été longtemps une municipalité isolée. Charlevoix a été longtemps isolé et Baie-Saint-Paul encore plus parce que il n'y avait pas de port de mer, évidemment pas d'aéroport, mais il n'y avait pas non plus... La route, là, c'était une aventure. Et même encore aujourd'hui, il y a certaines personnes un peu plus âgées de Québec qui n'osent pas passer d'un cap. Qu'est-ce qui peut m'arriver si je passe là-dedans? Mais imaginez à l'époque. Donc, ça a commencé à être... Et donc, ça a forgé cette municipalité-là. Hein, c'est une municipalité qui a été forgée, Charlevoix a un accent. J'ai un accent, je l'ai encore un peu. Malheureusement, je le perds, mais un accent particulier avec certaines savoir-faire particuliers aussi à Charlevoix. Et ça, c'est dû à cet isolement-là qui a duré longtemps.
Mais Baie-Saint-Paul, à travers ça, donc, c'est une municipalité qui a une tradition de prise en charge. C'est une municipalité qui a été habituée de se prendre en charge par elle-même, d'avoir de l'initiative, de travailler ensemble pour se développer, pour survivre dans ce coin-là de Charlevoix. C'est une municipalité qui est assez chanceuse parce que c'est magnifique. On est Charlevoix dans un territoire exceptionnel. Moi, je dis souvent, il y a des villes il y a des municipalités qui ont une mine, qui ont une richesse naturelle qui est le bois. Moi, ma richesse naturelle chez nous, c'est un paysage. Et c'est une richesse naturelle. C'est de plus en plus une richesse naturelle. Et chez nous, avec le tourisme, avec tout ce que vous voulez. Et en plus, le paysage chez nous a fait que c'est devenu une ville culturelle, une ville artistique reconnue depuis, à la fin du 19e siècle. Clarence Gagnon, que vous connaissez, hein, qui est un grand peintre canadien, est venu à Baie-Saint-Paul, a découvert Baie-Saint-Paul, est allé à Montréal, est allé à Paris, est allé au Canada anglais, a fait connaître, a amené des peintres, le groupe des Sept, René Richard plus tard et d'autres, et a fait la réputation de cette ville-là. Donc, et ça, c'est important quand on parle de politique de développement durable. Une richesse naturelle comme le paysage, ça se perd facilement. Et c'est pas facile à garder, donc il faut en tenir compte. Donc, comme vous dites, région touristique, c'est une région touristique importante, Charlevoix. Chez nous, on est une zone habitée de la réserve de la biosphère aussi. Vous savez, on fait partie des réserves de l'UNESCO, des réserves de la biosphère, à cause du fameux astroblème, le météorite qui avait frappé Charlevoix, puis là, je n'embarquerai pas là-dedans, là, c'est vrai qu'on passe la veillée. Donc, je l'ai dit, ça fait partie de la région de la capitale nationale. La population, vous voyez ici, dans une MRC de 6 municipalités, c'est tout petit, une municipalité de 14 000 habitants. Charlevoix, c'est un territoire du Québec. Moi, j'appelle ça un pays du Québec. C'est un territoire particulier, Charlevoix. Le Charlevoix traditionnel, c'est de Petite-Rivière-Saint-François à aller à la rivière Saguenay. C'est 2 MRC. Moi, je fais partie de la MRC de Charlevoix-Ouest. On est, Baie-Saint-Paul, 55% de la population. Le développement chez nous, l'agriculture, encore beaucoup, et tantôt, je vais parler un peu là, des initiatives là-dedans, et qu'on appuie, nous, à la municipalité, puis qui ont teinté aussi le tourisme, bien sûr, et de plus en plus aussi. La forêt, les services, évidemment, on est une ville de centralité au centre d'une MRC. Le budget de la ville, c'est 13 millions de dollars. Comment c'est arrivé? Moi, c'est drôle, c'est pour ça que tantôt j'entendais parler de ville-village en santé. Moi, je suis en politique municipale depuis 1989. En 1993, on a regroupé nos municipalités avant que le gouvernement nous oblige à le faire. Moi, je suis un partisan de faire avant le gouvernement, puis même, il ne faut pas trop qu'ils se mettent mon Dieu, j'en parlais tantôt un peu, là. J'ai bien des craintes quand ils commencent à me tenir la main, eux autres, là puis, hein. Et on est des partisans, nous, de faire les shows. Moi, je suis quelqu'un qui est un partisan de faire les shows avant. Donc, nous, on a regroupé à Baie-Saint-Paul 3 municipalités avant les regroupements forcés des gouvernements. On l'a fait ensemble. J'étais maire d'une municipalité qui ne voulait pas se regrouper avec le village. On m'a élu quand même sur un programme. Et en plus, on a regroupé 3 ans plus tard. Puis ils m'ont réélu, j'ai jamais compris pourquoi. Mais on l'a fait en vendant ça. On a fait toutes les maisons. Moi, j'ai travaillé avec tout le monde. J'ai rencontré tout le monde. J'ai vu. C'était des gros débats politiques. Et on a pu sentir ce que les gens voulaient puis vers quoi ils voulaient aller. Et finalement, ils ont décidé de me suivre, de nous suivre, moi puis mon équipe et le groupe à l'époque là-dedans. Je suis revenu conseiller, puis en 1999, moi, j'étais conseiller de la nouvelle ville, puis les gens n'étaient pas satisfaits. Moi, j'avais une mairesse, puis je disais, je comprends pas, on fait des choses intéressantes, mais les gens n'en partent pas. Il y a quelque chose qui... c'est quoi le problème? Et finalement, moi, je lisais un vade-mecum du réseau de villes et villages en santé. Pendant la campagne électorale, j'avais découvert ça. C'est ça, l'obsession du citoyen. En 99, et là, on me dit, Colin, c'est ça. C'est le même. C'est comme ça, me semble, qu'il faut que ça m'aille. Il y avait là-dedans plein de planification. Un peu des démarches que tu nous as présentées, tu sais, des petites démarches à succès de certaines municipalités qui partaient de la base, hein, qui étaient... Donc, nous, je me suis présenté à la mairie, j'ai été élu en 99, et là, on a dit... Et à l'époque, moi, je pensais planification stratégique. C'était ça. Et développement durable, là,
Je n'avais jamais prononcé ce mot-là. Pour moi, là, c'est quoi ça? Pour moi, c'est un concept vague et flou qui n'avait... Puis, il faut dire qu'à Baie-Saint-Paul, en plus, tu penses moins développement durable. On a une rivière à saumon. La vallée, c'est la rivière du Gouffre, qui est maintenant une rivière à saumon, donc qui n'est pas trop polluée. On a des montagnes autour, un paysage magnifique. Bon, tu dis, bon, développement durable, pas besoin. On est dedans, là, puis on ne se pose pas de questions. Mais à l'époque, donc, moi, je pensais planification stratégique. Et là, les gens d'affaires, eux, ils ont dit non, une planification stratégique bien trop long, hein, les gens d'affaires bien trop compliqués, on n'embarque pas là-dedans, on fait un sommet économique. Ça, par exemple, on va avoir des projets, une liste de projets, puis là, on va développer la ville. Mais finalement, le sommet économique, on a fait venir plein de monde une fin de semaine. Le résultat du sommet économique, ça a été, là, on le voit, il y a des projets et tout. Mais les gens, ce qu'ils nous ont dit, on veut une politique de développement durable à Baie-Saint-Paul. Hein? Les gens sont venus nous dire ça. Ils ont dit, non, non, nous, là, c'est pas une liste de projets. Il y en avait. Mais nous, on veut prendre part au développement de cette municipalité-là. Mais on l'aime, notre municipalité. On trouve qu'elle est, comme je disais tantôt, c'est une belle municipalité. On a déjà une belle qualité de vie. Mais on veut garder ça. On veut l'améliorer. Puis là, il y a quelques personnes qui avaient vu qu'il y en avait des politiques. Là, ils ont dit, il faut que la ville se dote de ça. Fait que là, nous, on s'est mis à chercher c'est quoi les politiques de développement durable où est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il y a comme politique. Et là, on s'est aperçu, nous, que, bon, là, tantôt, on en a parlé un peu, vous voyez ici, là, la question, le fameux mouvement, on s'est aperçu que c'était un mouvement qui commençait à être important. Ça répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Bon, on a parlé tantôt Rio, Brundtland et tout. On ne connaissait pas les agendas 21. D'ailleurs, moi, ma joke, ça a toujours été la première fois que la personne qui est engagée par nous pour travailler sur le suivi du sommet économique m'est arrivée, elle dit, M. Fortin, j'ai trouvé une stratégie de développement durable. Elle dit, ça s'appelle l'agenda 21. Et là, moi, j'ai dit, hein, l'agenda 21, moi, ce que je comprenais, je pensais que c'était avec les 21 qui ont découvert le Saguenay. Là, j'ai dit, c'est quoi? Mais là, elle m'a expliqué c'était quoi. C'est le 21e siècle. Et ce qui m'intéressait, ce que je trouvais bien intéressant, puis tu l'as tantôt, tu l'as dit, c'est que ça part... C'est que l'agenda 21, bien sûr, il part des principes de développement durable, les principes qu'on connaît, les principes qui avaient été définis d'ailleurs par le sommet à Rio et qui étaient déjà là. Mais ça part des gens. C'est pas la ville qui dit a établi des principes, c'est que ça part des citoyens, des citoyennes qu'on rencontre, avec qui on rêve ensemble la ville. Et donc, on a... moi, je me suis dit, c'est ça. Et c'est exactement ça qu'on veut travailler. C'est vers ça qu'on veut aller. Et moi qui déjà, nous étions, vous savez, quand on avait été élu maire, on est automatiquement devenu membre du réseau des villes et villages en santé. Et où je participais à certaines activités, où on regardait ensemble comment, de plus en plus, on commençait à parler de participation citoyenne, d'implication des citoyens dans le développement. Et ce que je trouvais intéressant dans l'agenda 21, c'est aussi que l'approche de développement durable, cette approche-là, ce n'était pas qu'une approche environnementale. C'était une approche plus globale. Pour moi, le développement durable, à l'époque, c'était de l'environnement uniquement. Et pour moi, je trouvais ça, c'est important, mais pour moi, je trouvais ça réducteur un peu, mais je me disais, il faudrait j'avais toujours en tête ma planification stratégique, moi, puis mon implication. Et là, on avait, évidemment, là, on parlait d'équité sociale, on parlait de développement économique responsable, puis on parlait bien sûr d'environnement. Ça, c'est certain. C'est encore là, ça aborde. Donc, ces aspects-là de cette politique de développement durable basée sur l'agenda 21, pour moi, c'était quelque chose, et pour le Conseil aussi, c'est quelque chose qui répondait aux aspirations qu'on avait, puis à ce qu'on voulait faire, puis à la réflexion qu'on voulait se donner,
Puis bien sûr, on voulait que ça débouche sur des actions. Hein. Donc, ça a duré pendant 12 mois. On a fait tout le processus. On a rencontré, il y a eu 6 consultations publiques, 200 personnes. Il y avait, bien sûr, on fonctionnait avec une fantaisie guidée. C'est les mêmes règles. On a, d'ailleurs, vous voyez, on partait avec le Réseau québécois de ville-village en santé, un peu à partir de ces choses-là. Et on demandait aux gens de visiter la ville idéale, le Baie-Saint-Paul idéal. Dans 30 ans, mettons-nous là dans le Baie-Saint-Paul idéal. Et bien sûr, à partir de certaines... à partir aussi, et les gens étaient au fait aussi des différents principes du développement durable, bien sûr. Et on est arrivé à partir de là. Là, ça, c'est Lucane qui a dit on est la première municipalité au Québec à avoir adopté un agenda 21 local. C'est pas si évident. On était 3 pas mal ensemble. Ben Saint-Paul, Sorel, elle aime ça dire qu'on est la première. Elle vient du marketing, elle a fait du tourisme avant. Mais il y en a 3. Il y avait Sorel-Tracy, puis il y avait Saint-Félicien qui travaillaient en même temps. Sauf que, une chose dont on est fier, c'est qu'eux autres, quand on a su qu'il y avait l'agenda 21 local, on s'est aperçu que le gouvernement du Québec aidait 2 municipalités au Québec à faire cette stratégie-là, avec le Conseil québécois de développement durable, et il n'y avait plus d'argent pour un autre. Et là, nous, encore une fois, on dit « Ouais, pas grave. Nous autres, on va le faire par nous-mêmes. On va engager nos personnes, puis on va s'en faire un nous-mêmes. Et ça ne doit pas être si compliqué. La stratégie est là, puis bon, on va le travailler. » Ça fait qu'on a engagé notre personne, Lucane Tremblay, qui est encore avec nous, qui est devenue l'agent de communication et de développement durable à la ville. Et on l'a fait. Donc, c'était très important, ça encore une fois, puis on disait que c'était stratégique dans le développement de cette municipalité-là, parce que tantôt aussi, je vous parlais des 3 aspects tantôt, puis moi je pense, et plus j'avance, là je fais une petite digression, mais plus j'avance dans la vision d'une communauté dynamique, une municipalité dynamique. Et moi, je me dis, et je regarde dans mon bureau maintenant, j'ai un petit papier, puis il y a c'est écrit les 4 principes du développement durable. Parce que les 4 piliers. Mais là, il y en a là-dedans on a des discussions là-dessus, il y en a qui ne sont pas vraiment d'accord avec moi. Tantôt, je vous parlais des 3 aspects de l'agenda 21 dont il faut tenir compte, mais le 4e, pour moi, puis je suis d'accord avec ça, c'est la vitalité culturelle. L'aspect culturel, pour moi, il est très important. Baie-Saint-Paul, nous, on a une vitalité culturelle, à la fois d'organisation, de présence d'artistes, d'organisation d'événements, mais aussi fondamentalement une culture d'appropriation, une culture vous savez, des gens qui sont très attachés à leur territoire, à leur vie. D'ailleurs, même, ça en est fatigant des bouts. Mais très attachés à ça. Et ça, là, c'est quelque chose. Et moi, souvent, ce que je dis aux municipalités, quand je vais dire, si vous voulez travailler les 4, si on va avoir la communauté idéale, là je parle d'idéal, parce que je ne dis pas qu'on est rendu là, mais il faut travailler là-dessus. Puis on a tous, à quelque part, ces éléments-là, on a tout, à quelque part, on a tous quelque chose autour de ça. Si on pense juste, par exemple, au patrimoine, au niveau, toute la vision qu'on a du patrimoine naturel, du patrimoine bâti, maintenant même de tout ce qu'on parle du patrimoine immatériel maintenant, des savoir-faire, de toutes ces choses-là, et de plus en plus, hein, on a à travailler là-dessus, puis nous, c'est par l'agenda 21 qu'on a réussi à aller plus loin, à parler de ces choses-là, à le découvrir chez nous, à voir la richesse qu'on avait chez nous de tout ça, à la partager entre nous aussi. Ça, c'est très important, puis ça nous donnait cette possibilité-là. Donc, 7 thématiques de développement durable, 18 grands défis, 44 actions. Je peux peut-être vous en donner une couple d'actions, là, parce que c'est important. Je vais juste parler. Il y en a une dont je parle de temps en temps. Vous savez, Baie-Saint-Paul, c'est une municipalité touristique. Villégiature maintenant, beaucoup de villégiature, et ça pose certains problèmes. Et les gens sont venus nous dire, ouais, c'est correct, là, mais on commence à trouver ça, c'est particulier.
Et les gens, par exemple, nous disaient, vous savez, ce qu'on voyait, c'est des rues dans le village deviennent des rues où il y a des gens qui font de la spéculation, achètent des maisons et la louent à la journée ou à la fin de semaine. Ils restent à Montréal, ils restent même en Ontario, puis ils louent ça par un agent. Puis il n'y a plus de gens qui restent dans le village. On a un risque. Et on s'est aperçu des fois qu'il y avait 2-3 maisons voisines. Hein? Ils ont été vendues. Qu'est-ce que je fais? Et ils les louent. Donc nous, et les gens nous l'ont fait voir. Puis comment on fait dans le cadre d'un développement harmonieux de cette ville-là, de garder nos gens qui habitent les maisons, qui vivent là. Fait que là, dans l'urbanisme, on s'est aperçu qu'on pouvait interdire d'acheter une maison puis de la louer. On pouvait le faire. Ils peuvent la louer, mais à l'année, mais ils ne peuvent plus la louer touristique. Là. Fait que là, dans le périmètre urbain à Baie-Saint-Paul, on a dit c'est terminé. Ne peut plus. Ne peut plus faire ça. Et c'est sûr que ça a créé toutes sortes de choses. Mais ça, c'est venu vraiment des discussions. Là, c'est un exemple d'action qui est peut-être la plus percutante, parce qu'il y en a plein de petites qu'on a faites. Moi, je dis souvent que l'agenda 21, ce qu'on s'est donné ensemble, c'est un signal ensemble que c'est important de réfléchir le développement, mais de façon durable. D'ailleurs, je dis souvent aussi que le développement durable, il y a deux mots, il y a développement puis durable, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Mais, par exemple, on le fait en étant conscient de l'importance de laisser à nos générations futures quelque chose qui dure. Et c'est des mots, mais ça se traduit réellement, ça. Et je pense que nous, en plus, la force qu'on a chez nous, c'est que nos ancêtres ont travaillé dans ce sens-là. Nous, on a des programmes, par exemple, je reviens sur le patrimoine bâti parce que c'est important, mais qui ont, vous savez, des gens, c'était pas d'architectes, il n'y avait pas d'ingénieurs, mais qui ont construit des maisons. Même aujourd'hui, on voit des quartiers, tu essaies de les mettre vers le sud, vers le soleil, tu essaies de les isoler d'une certaine manière, mais il y a des gens à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, qui le faisaient il y a 150 ans et qui avaient des principes proches de la terre et qui travaillaient des choses. Je ne veux pas dire, je n'ai pas de réminiscence passéiste, là. Mais je veux juste dire que ça nous permet de se rapprocher de la nature, parce que nous, on est dedans aussi. On est chanceux. Charlevoix, on a nous, dans notre immersion, on a un parc naturel qui est le parc des Grands Jardins, qui est extraordinaire. Mais ça nous a permis de redécouvrir ça, de voir ce que ça avait comme impact et de voir aussi que c'est un impact économique. Je vous parlais tantôt le parc des Grands Jardins, c'est clair. Le paysage, maintenant, a un impact. Ça fait combien de temps? Combien il me reste de temps? Il m'en reste-tu? Il m'en reste plus. OK. Et bâtins, là, ça veut dire, pauvre Lucien, je viens encore de charcuter sa présentation. Mais, donc, je vais arriver tout de suite aux enjeux 2009, parce que là, on est à notre deuxième plan d'action. Nous, on a adopté en 2006. 2009, on a refait un plan d'action, et là, on a élargi. On a travaillé avec notre politique culturelle. On a voulu intégrer la politique culturelle dans notre agenda 21. Et là, on est en train de travailler notre plan d'urbanisme dans lequel il va y avoir on essaie de voir comment notre plan d'urbanisme peut contenir j'en ai parlé un peu tantôt avec la question des résidents, mais on veut aller plus loin en urbanisme. Comment ça peut s'associer à une politique de développement durable, comment on peut associer des principes autour de ça et que ça peut se refléter dans notre plan d'urbanisme. On est à commencer ça. Les nouveaux enjeux en 2009, vous voyez, les changements climatiques, bien sûr. Hein, en 2003, là, les changements climatiques, d'autres pourront me corriger, il n'y a pas grand monde qui parlait de ça. 2009, là, on est en plein dedans. Il faut en parler, il faut mettre quelque chose là. Comment on travaille ça? Comment dans une municipalité comme Baie-Saint-Paul on travaille ça? C'est là. Les paysages, j'en parlais tantôt. La protection des paysages, on est de plus en plus sensibilisé à tout ça. L'emploi, l'entrepreneuriat, les emplois durables, ça, c'est important aussi. C'est bien beau d'avoir mais il faut qu'il y ait des gens qui y vivent. On a une population vieillissante. Comment on fait? Oui, pour nos personnes âgées, on a d'ailleurs notre politique on est MADA, on a une politique MADA chez nous. Mais comment on fait pour attirer des jeunes? Comment on fait pour attirer des jeunes dans un contexte touristique où les maisons, le logement est de plus en plus difficile, les maisons sont de plus en plus chères,
Comment tu réagis à ça? Comment on le travaille? Et on s'est donné, à travers notre plan d'action, là, on est à travailler des choses. On a fait une étude sur le logement chez nous. On est aussi à... Mais c'est pas facile, les solutions sont pas évidentes. L'accès au logement, j'en ai parlé, donc c'est un des thèmes importants. On a fait, évidemment, on a refait, j'en ai parlé du plan d'urbanisme. Vous voyez ici qu'est-ce qu'on a encore fait comme consultation. Ce que je veux arriver, et là, c'est toutes on a été dans les écoles, on a rencontré les jeunes, on a organisé les défis durables du mercredi. Donc, on invitait les gens à venir nous discuter ensemble de développement durable pendant quelques semaines. Tous les mercredis, il y avait des gens avec qui on discutait de tout ça. Donc, puis là, on a évidemment, là, le plan d'action, maintenant, on est rendu aussi à toute la question du suivi, des indicateurs pour nous dire, est-ce qu'on avance là-dedans? On a-tu pris? C'est-tu vraiment du développement durable? Tantôt, je ne vais pas t'en parler. Il y a parfois, on pense on peut poser des grands gestes de développement durable, mais wow, tout à coup, à quelque part, on dit, peut-être qu'on l'est. On l'est pas tant que ça. Donc, nous, on est à vérifier ça. Puis c'est pas évident, les indicateurs. D'ailleurs, on a travaillé là-dessus avec les gens de l'Université du Québec au Saguenay. Et on essaie on travaille des choses là-dessus. La faisabilité financière et technique, bien sûr. Les compétents, donc parce qu'on a des partenaires aussi, parfois on a des partenaires qui peuvent travailler avec nous, la MRC, le CLD, d'autres organisations aussi, à tous les niveaux. Puis, bien sûr, les notions de mobilisation citoyenne. On veut que les gens se mobilisent sur certains dossiers. Quand on s'aperçoit qu'il n'y a personne de mobilisé autour de ça, il faut se poser la question. Puis, maintenant, de plus en plus, l'acceptabilité sociale, vous savez, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Donc, vous voyez ici le nombre d'actions, le nombre de... mais moi, ce que je veux juste... là, on a toutes sortes de... Vous voyez ici des thématiques, la démographie, la cohabitation des usages du territoire, l'agriculture, par exemple. Vous savez, j'ai 35% de mon territoire est agriculture. Comment tu cohabites l'agriculture? Comment tu fais pour cohabiter un producteur agricole qui sort avec son voyage d'engrais au mois de juillet, qui passe devant une terrasse au centre-ville de Baie-Saint-Paul? Génial. Et comment tu fais pour dire aux gens que c'est important, l'épandage, et que ça, là, et que ça peut être, pour l'environnement, là, autrement, si je ne le vois pas, l'engrais, si je ne le vois pas, je me pose une question, elle va où? Là, je la vois, je la sens. Et donc, je sais où elle va. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les gens nous ont amené ça, cette cohabitation-là, et ce qu'on a fait à Baie-Saint-Paul, et on était une des premières municipalités à le faire, on a réussi avec les producteurs agricoles à s'entendre sur les dates, par exemple, où on avait beaucoup de monde. La fin de semaine durant l'été, à partir de juin, aller à fin août, il n'y a aucun épandage qui se fait à Baie-Saint-Paul. Puis non plus quand il y a des événements plus importants, les producteurs s'entendent entre eux, puis il n'y a rien. Ils prévoient aussi des journées où, par exemple, il va pleuvoir parce que ça sent moins longtemps. Il y a plein de choses avec lesquelles on s'est entendu. Et c'est même pas un règlement, c'est une entente entre nous. Et sur notre comité de suivi de l'Agenda 21, parce qu'on a un comité de suivi, les agriculteurs sont assis là, les gens de la formation sont là, les gens des citoyens sont là, les gens de l'industrie sont là, les gens de la santé sont là, et ensemble, 2-3 fois par année, on fait le tour d'où on en est. Et vous voyez ici la gestion, l'économie locale, bien sûr, on en a parlé, la cohésion, évidemment, nous, la culture, c'est très important, la question de la communication avec nos citoyens. Là-dessus, moi, je veux juste vous donner... je termine là-dessus. Je sais, j'ai pris un peu plus de temps. Vous voyez ici les enjeux, hein, certains enjeux. De toute façon, vous allez avoir, je pense, accès à ces choses-là. Puis vous pouvez y avoir en allant sur le site de la ville. L'éco-exemplarité, je veux juste arriver là avec, c'est important, des enjeux encore. La concertation entre les instances territoriales, c'est très important. Si on parle de développement durable, c'est bien beau, moi, Baie-Saint-Paul, travailler d'une certaine manière, mais si ma MRC tire de l'autre côté, donc, on est très actif au niveau du schéma d'aménagement. On travaille très fort là-dessus. Comme là, on a introduit Baie-Saint-Paul cette année, là,
On l'a fait volontaire pendant 2 ans. Là, on est rendu une 3e collecte par rapport au putrescible. On a une collecte et dans Charlevoix, il y a une entreprise qui traite ces matières-là. Au niveau du périmètre urbain, là, on se lance. En 2013, c'est parti pour ça. L'éco-exemplarité dans toutes les sphères de la municipalité, ça, c'est un défi. Un des problèmes qu'on a, c'est, puis tantôt en parlant un peu sur la question de dire, oui, OK, on a des grands principes, mais notre monde à la ville, est-ce qu'ils y suivent? Puis avec quelqu'un, je disais ce soir, je disais, il y a un employé, nous, à Baie-Saint-Paul, quand il a vu c'était quoi l'agenda 21, il a pitché sa poubelle. Mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est qu'ils vont nous... Et imaginez, et ça, on n'avait pas perçu ça. On avait été voir tous les citoyens, puis là, on a dit, le monde embarque, mais on a fait une rencontre avec nos employés, mais là, on s'est aperçu que, oh, là, il y a du travail à faire. Et il faut que tu sois exemplaire. L'éco-exemplarité, c'est majeur. Et ça, on a encore du travail à faire. On ne se le cachera pas. On a encore beaucoup de travail à faire. Et ça va bien, mais il y a encore des poches de résistance. Imaginez, aujourd'hui, des poches de résistance en développement durable. Mais je veux juste revenir sur peut-être des petites... on a des projets. Cette année, on a un projet qui s'appelle Baycycle. Nous, on travaille beaucoup avec la coop de l'Arbre. C'est une gang de jeunes, à la fois de Charlevoix, mais de Québec, qui sont venus dans Charlevoix parce qu'on travaille en développement durable. C'est une entreprise qu'on aime beaucoup. Cette année, qui s'occupe d'Habitat 07, c'est un bâtiment environnemental qui est à Baie-Saint-Paul, mais qui ont instauré cette année, ils rénovent des vieilles bicyclettes, puis ils les louent pour des gens qui viennent en tourisme, peuvent les prendre, puis d'aller d'un endroit à un autre à vélo. Actuellement, on a un projet de géothermie. Il y a un hôtel important à Baie-Saint-Paul qui est construit avec une salle de spectacle. On s'est branché en géothermie. On a une entente avec l'entreprise. C'est un beau projet dont on est bien fiers. Je vous ai parlé des résidences de touristes tantôt. On a pu, avec la Rivière-du-Gouffre, là, on travaille avec le bassin versant de la capitale. On fait quelque chose par rapport à la rivière. Même si c'est une rivière à saumon, il y a de l'agriculture autour et on travaille fort là-dessus. Voilà. Je ne vous ai pas parlé des limites, mais il y en a. J'ai essayé de vous en parler à travers mon propos, mais voilà. Excusez encore après un peu de temps, mais merci. Voilà. Alors d'abord, merci de m'accueillir ce soir et je commence par vous transmettre les excuses et les regrets de Christian Savard, qui ne travaille pas moins que moi, d'ailleurs, mais qui malheureusement est retenu ailleurs ce soir. Donc je vais tenter de le remplacer de mon mieux. Vivre en ville présente souvent des exemples inspirants dans ses présentations d'exemples de succès en aménagement du territoire, en développement de collectivités viables à l'échelle du quartier, du bâtiment, de la rue, de l'agglomération. C'est pas ça que je vais vous présenter ce soir, je vais vous présenter davantage le rôle de l'État en aménagement du territoire. Donc ça va bien faire le lien, je pense, avec ce qui a été présenté auparavant. On vient de voir comment les municipalités agissent, l'État a également un rôle. Je veux commencer par prendre le temps de faire un petit retour sur pourquoi c'est essentiel d'agir en aménagement du territoire pour mettre en place le développement durable. Paniquez pas, c'est le seul graphique de la présentation. Donc ce que vous voyez ici, c'est un portrait de l'évolution en fait, des déplacements automobiles privés au Québec dans les 20 dernières années. Il y a 3 courbes. Une courbe qui représente en orange, en pointillé, la consommation au kilomètre moyenne pour l'ensemble du parc de véhicules privés. La courbe en bleu qui est le kilométrage parcouru par l'ensemble du parc de véhicules et en une année, et la courbe en rouge, qui est celle qui m'intéresse le plus ici, qui est la consommation totale de carburant par l'ensemble du parc de véhicules privés pour l'ensemble des déplacements. On voit ici qu'en 1990, la consommation moyenne d'une voiture était de 11 litres au 100 km, pour un total de kilomètres parcourus de 50 milliards de kilomètres par l'ensemble du parc. L'ensemble des déplacements des Québécois consommaient à peu près 5,5 milliards de litres d'essence en 1990. En 20 ans, comment ça a évolué?
on a eu la chance de réussir, de parvenir à améliorer l'efficacité énergétique des véhicules et donc à diminuer la consommation au kilomètre jusqu'à 8,7 litres au 100 km. Par contre, le kilométrage total parcouru a augmenté énormément jusqu'à 73 milliards de kilomètres, ce qui fait en sorte que malgré l'amélioration de l'efficacité énergétique, notre consommation de carburant a beaucoup augmenté. À quoi on peut s'attendre pour les 20 prochaines années? On peut s'attendre, considérant les tendances actuelles, en étant assez conservateur et plutôt très optimiste, en tenant compte des politiques qui ont déjà été mises en place, comme la norme sur l'efficacité énergétique des véhicules que le Québec a mise en place en 2009. On peut s'attendre à ce qu'on parvienne à réduire la consommation moyenne au kilomètre à un peu moins de 7 litres au 100 km. Mais on ne réussirait qu'à maintenir d'une manière générale, disons à légèrement augmenter la consommation globale de carburant par l'ensemble du parc de véhicules, puisqu'on peut s'attendre à ce qu'on continue à augmenter nos déplacements, augmenter le nombre et la distance de nos déplacements. Même si c'est moins que dans les dernières années, c'est susceptible de continuer à augmenter. Donc, pourquoi je vous montre ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en remettre aux solutions technologiques, que c'est important de changer les comportements si on veut vraiment atteindre des objectifs de développement durable, et que donc c'est essentiel d'agir en aménagement du territoire. C'est ce que Vivre en Ville et Équiterre ont présenté dans un document qui s'appelle « Changer de direction, chantier en aménagement du territoire et transport des personnes pour un Québec libéré du pétrole en 2030 ». Ce document-là, vous pourrez le trouver facilement sur le site internet de Vivre en Ville dans la section publication. N'hésitez pas à le lire, c'est très riche. Je ne vous présenterai pas l'intégralité ce soir, bien entendu. Je vais me concentrer sur les propositions en aménagement du territoire. Et je ne passerai pas au travers de toutes les propositions. L'impact de l'aménagement du territoire sur les transports. Je vous ai dit qu'il y avait un problème dans la consommation de pétrole qui était l'augmentation continue du kilométrage parcouru. C'est pas pour le plaisir qu'on se déplace davantage en voiture, c'est parce qu'en fait, collectivement, depuis des décennies, on a construit des milieux de vie qui sont de plus en plus dépendants de la voiture. En fait, à l'échelle métropolitaine, de 71 à 2006, dans les 6 régions métropolitaines de recensement du Québec, donc les 6 plus grandes agglomérations du Québec, la population a augmenté de 62%, mais la superficie, elle, a augmenté de 261%. Donc vous imaginez ce que ça donne sur les distances parcourues. Entre 2001 et 2008, ici, dans la communauté métropolitaine de Québec, la surface utilisée aux fins d'urbanisation a augmenté de 8%, la population de 1%. À Toronto, chez nos voisins, une étude a montré que la consommation d'énergie pour les déplacements des habitants était 3,7 fois supérieure pour les habitants des banlieues peu denses comparée aux habitants des zones urbaines denses. Donc là, on voit clairement l'influence du type de milieu dans lequel on habite sur le comportement en déplacement. Concrètement, l'étalement urbain, l'aménagement du territoire, qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle du quartier? Ça veut dire, par exemple, si on regarde l'évolution de la forme urbaine, de la forme des quartiers, de la trame des rues entre 1900 et 2010, on voit ici Limoilou, quartier construit à peu près au début du XXe siècle. On voit ici la répartition de ce qui était à l'époque les services de proximité, les services de première nécessité, les églises et les écoles. On voit que c'était très facile de se rendre à distance de marche, à l'école, à l'église, et que donc les déplacements actifs étaient très favorisés. D'ailleurs, encore maintenant, les déplacements actifs sont autour de 23%, les transports collectifs autour de 14% dans ce quartier-là. Donc ça veut dire qu'on a 37% de mobilité durable à Limoilou en ce moment. Pour un quartier construit après les années 50, on est ici à Sainte-Foy, la part de la mobilité durable a déjà beaucoup réduit. On est à même pas 22% de mobilité durable maintenant dans ce quartier. On arrive dans le nord de Beauport, vous voyez qu'ici les distances sont de plus en plus grandes. On a toujours le même cercle ici de distance de 5 minutes de marche. C'est de plus en plus difficile de trouver des services de proximité, c'est de plus en plus difficile pour les enfants de se rendre à pied à l'école. Et on voit que maintenant, dans ce quartier-là, on arrive péniblement à une mobilité durable de 12% à peu près. Donc ça signifie qu'avec des quartiers qui ont évolué
et qui sont devenus de moins en moins favorables à la marche en raison d'une absence de trottoir, en raison de l'absence de services de proximité, aussi d'une motorisation croissante et d'une circulation motorisée importante sur les artères. Ça devient difficile de marcher. C'est aussi des quartiers qui sont difficiles à desservir en transport collectif, avec des rues, beaucoup de rues en cul-de-sac, beaucoup de trajets sinueux, surtout une très très faible densité qui est donc difficile à desservir en transport collectif. Donc dans ces quartiers-là, ça va être cher ou compliqué. Par contre, c'est des quartiers qui sont de plus en plus adaptés à la voiture et de plus en plus dépendants de la voiture. On trouve généralement dans ces quartiers-là, à moins de 2 minutes de voiture, on peut trouver une entrée d'autoroute, et les distances sont devenues tellement grandes que de toute façon, c'est des distances automobiles. Bon, je vous ai montré le rôle de l'aménagement du territoire, son lien avec les transports et sur la consommation de pétrole, mais évidemment, l'aménagement du territoire, ça a un rôle structurant qui est beaucoup plus large que simplement l'influence sur la consommation de carburant, sur les émissions de gaz à effet de serre. En fait, j'aurais pu vous faire le même type de démonstration pour le coût des infrastructures, pour les impacts sur la santé, pour la protection du territoire agricole. Donc on voit que c'est effectivement essentiel d'agir dans ce domaine-là. Donc maintenant qu'on en est tous convaincus, j'espère, pourquoi l'État ? Pourquoi on ne laisse pas les municipalités agir en aménagement du territoire, puisque plusieurs d'entre elles font ça très bien. Il y a plusieurs villes du Québec qu'on pourrait citer en exemple pour les décisions qu'elles ont prises dans les dernières années. Baie-Saint-Paul en est un exemple. Je ne sais pas si vous êtes déjà promené au centre-ville de Baie-Saint-Paul, mais on sent clairement la décision de revitaliser un centre-ville, de conserver des services de proximité. Et plusieurs autres municipalités du Québec sont aussi dans cette optique-là. Mais l'aménagement du territoire, c'est un domaine qui est compliqué et qui fait intervenir plusieurs expertises, plusieurs champs d'action, en particulier énormément d'acteurs. Beaucoup de ministères prennent des décisions qui ont un impact en aménagement du territoire, beaucoup de municipalités, des MRC, des communautés métropolitaines. L'aménagement du territoire est régi par à peu près une quinzaine de lois au Québec. Et ces lois ne sont pas toujours cohérentes entre elles et les politiques gouvernementales ne sont pas toujours cohérentes entre elles. Donc, quand Vivre en Ville en appelle à une politique québécoise de l'aménagement du territoire, ce qu'on cherche à faire, c'est pas spécifiquement à ce que l'État encadre seulement l'action des municipalités. C'est aussi à ce que l'État s'encadre lui-même et qu'il s'assure d'être cohérent dans ses actions. Ce qui pour le moment n'est pas toujours le cas. Quand on propose que le Québec mette en place une politique québécoise de l'aménagement durable du territoire, on se base sur le fait qu'il est nécessaire d'utiliser tous les leviers dont l'État dispose pour les faire aller dans le même sens, en fait. Il y a une politique nationale de l'eau, il y a une politique québécoise de la gestion des déchets. C'est logique pour l'aménagement du territoire, qui est un champ d'action aussi compliqué, qui touche à la fois l'environnement, le développement économique, les transports, la santé, j'en passe. C'est logique de se tourner vers une politique québécoise de l'aménagement du territoire. Et d'ailleurs, l'Ordre des urbanistes du Québec appelle également le gouvernement à se doter d'une telle politique. Cette politique-là, elle devrait faire intervenir les différents leviers dont l'État dispose, donc aussi bien le cadre législatif, les politiques gouvernementales et budgétaires, le soutien financier, technique aux municipalités et également la fiscalité, qui sont tous des leviers qui peuvent être mis à profit pour favoriser un aménagement durable du territoire. Je vais vous l'expliquer. Dans le document Changer de direction, ça occupe à peu près 25 pages. Moi, je conseille à l'ensemble de mes collègues de Vivre en Ville de lire 2 mesures par soir. Je pense que c'est une bonne posologie. Cela dit, je vais vous en présenter 6 assez rapidement aujourd'hui, donc n'hésitez pas à poser des questions par la suite ou à lire le document pour en savoir davantage. Donc je commencerai par le cadre législatif. Je vous ai dit qu'il y avait une quinzaine de lois à peu près qui régissent l'aménagement du territoire ou qui ont une influence sur l'aménagement du territoire. J'en ai choisi 2 ici, qui sont la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, pour lesquelles il y a un enjeu actuel. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme, elle est en révision, et d'ailleurs le titre du projet de loi, c'est la loi sur l'aménagement durable du territoire et l'urbanisme. Donc on sent une certaine volonté gouvernementale que cette loi soit utile et efficace pour orienter justement le Québec vers un aménagement durable du territoire. Ça peut se faire à travers le fait
de demander aux municipalités de mettre en place des documents de planification qui aient une vocation de clarifier le rôle des documents de planification pour justement mettre en place un aménagement durable du territoire. Ça peut vouloir dire aussi demander aux municipalités de se fixer des objectifs et de rendre périodiquement des comptes à leurs citoyens et à l'État sur l'atteinte de ces objectifs-là. On est vraiment ici dans une approche prescriptive, comme vous en parlez, Monsieur Riffon, au début de cette table ronde. C'est probablement la partie de ma présentation qui est vraiment davantage dans l'approche prescriptive. Le reste, c'est essentiellement de la cohérence. Quand on parle de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, cette loi-là, elle n'avait pas vraiment pour objectif de lutter contre l'étalement urbain, par exemple. Elle a eu ça comme conséquence, puisqu'en protégeant le territoire agricole, on l'a empêché d'être envahi par le développement résidentiel à outrance. Par contre, cet objectif-là, il est en train d'être battu en brèche et on a tendance à considérer, encore maintenant, que le territoire agricole est plus une réserve foncière qu'un territoire sacro-saint qu'il faut conserver pour la production agricole. Donc c'est pour ça que Vivre en Ville propose de réviser la loi sur la protection du territoire agricole, ou du moins de réviser sa mise en pratique pour s'assurer qu'on en revienne aux fondamentaux de cette loi-là et de considérer le territoire agricole comme une ressource à protéger et non pas comme une réserve. J'en arrive aux politiques gouvernementales et budgétaires. Là, on est vraiment dans une question de cohérence. Et puis, par exemple, excusez-moi, dans les politiques gouvernementales et budgétaires, on va trouver tout ce qui est soutien financier de l'État à différents acteurs. On va trouver tout ce qui est politique de l'État, mise en pratique. Et ce dont on se rend compte actuellement, c'est que l'État ignore, la main droite de l'État ignore parfois ce que fait sa main gauche. Par exemple, le ministère de l'Aménagement, le MAMRO, le ministère des Affaires municipales et des régions, tente de lutter contre l'étalement urbain, mais parallèlement, le ministère des Transports finance le développement d'autoroutes un peu partout au Québec et donc soutient l'étalement urbain. Les deux mesures dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les critères de programme de soutien aux infrastructures et puis la politique de localisation des édifices publics. Il me reste combien de temps ? 10 minutes. Ok, parfait. Les critères de programme de soutien aux infrastructures. Les municipalités qui se développent selon des modèles de densité assez faibles pourraient probablement pas se payer ce type de développement si l'État ne finançait pas une bonne partie des infrastructures qui sont nécessaires. Et quand on parle d'infrastructures, on parle aussi de services, c'est-à-dire que c'est les réseaux, égouts, aqueducs, les écoles, les CLSC. Il y a un certain nombre de services qui sont payés, qui sont financés par l'État directement. Ces services-là, c'est l'ensemble du Québec qui les finance, c'est l'ensemble des habitants du Québec. Il y en a un certain nombre qui sont payés par les promoteurs, mais pas tous. Et donc, en diffusant, en payant l'ensemble des infrastructures, en apportant toujours le même type de soutien aux infrastructures, l'État ne se donne pas les moyens de soutenir ce que ces orientations gouvernementales prévoient de faire en aménagement du territoire. Et notamment, il soutient le développement de très faible densité, puisqu'il accepte de financer les infrastructures dans des quartiers qui ne correspondent pas à ce qu'il préconise par ailleurs. Donc, la question du soutien aux infrastructures, en fait, c'est ne pas soutenir ce que par ailleurs on préconise de ne pas faire. Donc ce que propose Vivre en Ville, c'est que les programmes de soutien aux infrastructures soient assujettis à des critères d'éco-conditionnalité, à des critères de densité, de respect du patrimoine naturel, de protection du territoire agricole et tout ce qu'on jugera nécessaire en fait. Le deuxième point, c'est la politique de localisation des édifices publics. Et ici, je veux parler de Baie-Saint-Paul, puisque, par exemple, c'est l'État qui détermine où est-ce qu'il va installer ses hôpitaux. Et on sait que l'hôpital de Baie-Saint-Paul doit être reconstruit, puisqu'il y a des risques d'écroulement en cas de séisme d'une certaine magnitude. Quand on a commencé à entendre parler de ce problème-là, l'État a envisagé de construire un seul hôpital pour Baie-Saint-Paul et la Malbaie, et d'installer cet hôpital-là à équidistance entre les deux villes à peu près.
ça, c'est une décision qui tient compte seulement d'impératifs de santé, d'impératifs techniques, d'impératifs budgétaires pour essayer que ça coûte le moins cher possible de construire un hôpital, mais ce n'est pas un choix qui tient compte des impératifs, des objectifs en aménagement du territoire, de renforcement de la vie locale, d'accessibilité pour les populations qui ont à se rendre à l'hôpital, d'accessibilité pour le personnel de l'hôpital et même de renforcement du tissu économique local. Les gens qui se rendent à l'hôpital pour rendre une visite, s'ils peuvent trouver un fleuriste à proximité, c'est sûr que ça va être un fleuriste qui va pouvoir être utilisé aussi par les habitants du quartier. Un hôpital, c'est une structure qui ne rend pas uniquement des services de santé, mais qui a également une fonction locale de renforcement. Et c'est ce genre de prise en compte du rôle de l'État et de l'influence des actions de l'État qu'on préconise à travers une politique québécoise de l'aménagement du territoire. C'est qu'on suggère au gouvernement de se poser la question dans la mise en place de ces différentes politiques et dans ses choix au jour le jour, de savoir si en faisant ce choix-là, il soutient un aménagement du territoire, durable du territoire ou non. Donc se doter d'une politique de localisation des édifices publics, ça veut dire ça. Ça veut dire, au moment du choix, regarder si on va réussir à avoir des co-bénéfices liés à ce choix-là en matière de soutien au développement local, en matière de mobilité durable, en matière de santé. Ça veut dire aussi, par exemple, s'assurer que les écoles se localisent bien au cœur des quartiers pour que ce soit possible de s'y rendre à pied pour les enfants. Ça veut dire que le ministère de la Culture ne financera une bibliothèque ou un musée que si c'est une bibliothèque ou un musée qui va s'installer à proximité de la population desservie, à proximité d'une ligne de transport collectif, et qu'on s'assure que la plus grande partie possible de la population puisse s'y rendre à pied ou en transport collectif. En matière de soutien financier et technique des municipalités, il faut dire que, j'ai dit que l'aménagement du territoire c'était complexe, ça demande aussi de considérer les effets qui pourraient être négatifs sur d'autres aspects. Par exemple, c'est sûr que si on restreint l'utilisation du territoire, on risque d'avoir une influence sur l'augmentation du coût d'achat d'une propriété, par exemple. Donc il faut s'assurer parallèlement de soutenir, de bonifier des programmes qui visent à permettre l'accès à la propriété. C'est un exemple. Ici, on parle de bonifier les programmes de soutien financier à la densification et à la revitalisation. Ça peut être un peu plus compliqué de s'assurer de faire de la revitalisation dans des cœurs villageois, dans des quartiers anciens, dans des premières couronnes de banlieue. C'est un peu plus compliqué pour une municipalité de faire ça que d'ouvrir un champ à un promoteur qui va développer lui-même, qui va faire un plan standard. Donc comme c'est compliqué et que ça peut être un petit peu plus coûteux, il faut que l'État soutienne les municipalités là-dedans, qui bonifient les programmes, par exemple, de décontamination des sols, de revitalisation, les programmes de soutien à l'habitation, ce genre de choses. J'en arrive à la fiscalité municipale, vaste enjeu. Actuellement, la fiscalité municipale, elle est questionnée par un grand nombre d'acteurs, notamment parce que les municipalités estiment qu'elles n'ont pas les moyens de livrer l'essentiel des services qu'elles doivent livrer. C'est un des problèmes. Un autre problème, c'est que la fiscalité telle qu'elle est actuellement peut avoir un effet pervers. Par exemple, les municipalités dépendent énormément de la taxe foncière, donc elles dépendent énormément de la construction résidentielle, ce qui fait en sorte qu'elles peuvent se faire compétition entre elles au sein d'une même agglomération pour attirer des maisons, des promoteurs sur leur territoire. C'est un effet pervers de la fiscalité. De quelle manière il faut y répondre? Malheureusement, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. On est en train de faire une recherche là-dessus. Donc peut-être que dans 1 an ou 2 ans, on arrivera à des propositions. Mais c'est vraiment un très vaste domaine et que c'est important d'étudier en profondeur pour s'assurer d'avoir une réponse adéquate. Cela dit, il y a quelque chose dont on est déjà convaincu, c'est qu'il faut cesser de subventionner le développement axé sur les autoroutes. Actuellement, une municipalité qui se développe autour d'un réseau de transport collectif, elle paye à peu près 40% du réseau de transport collectif. Les usagers payent à peu près 40% et l'État 20%.
Par contre, une municipalité qui choisit que chez elle, les gens se déplaceront en voiture, qu'elle ne va pas mettre en place de services de transport collectif et qu'elle va profiter d'une infrastructure autoroutière qui est située à proximité des quartiers qu'elle construit, c'est l'État qui va payer pour les autoroutes. L'État, c'est l'ensemble des contribuables québécois. Donc ceux qui se déplacent en transport collectif ou à pied payent pour qu'on construise des autoroutes pour les quartiers qui sont desservis uniquement par une autoroute, pour un choix de développement résidentiel qu'aura fait la municipalité. C'est un phénomène qui se retrouve fréquemment. Par exemple, l'autoroute 20 à Lévis va peut-être être élargie. Elle ne va pas être élargie parce que c'est une autoroute qui sert au déplacement entre Québec et Rimouski. Le problème des déplacements, le problème du manque de capacité de l'autoroute 20, c'est pour les déplacements de navettage quotidien. Donc c'est des déplacements qui pourraient être faits autrement, qui sont des déplacements de courte distance, et qu'il n'est pas forcément légitime que l'État finance à 100%. Ça devrait peut-être être Lévis qui paye pour l'élargissement de l'autoroute, ce serait plus cohérent, c'est les choix qu'elle a fait. Mais actuellement, le partage des coûts fait en sorte que c'est l'État qui paye pour ça. Donc il n'y a aucune incitation aux municipalités à se développer selon des principes de mobilité durable. Donc je termine là-dessus, sur le fait que si Vivre en Ville en appelle à une politique québécoise de l'aménagement du territoire, donc qui contient toutes les mesures qu'on propose ici et les prochaines qu'on proposera bientôt, c'est en fait pour donner un sens à l'aménagement du territoire au Québec, pour lui donner une direction et puis pour se donner les moyens d'agir. Ce qu'on propose à travers ça, c'est que l'État soit redevable du sens qu'il a donné, soit cohérent, et puis qu'il soit efficace, et que ça devienne davantage équitable pour tout le monde. Merci.